Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue dans Retour Gagnant, le podcast qui vise à transformer le spectateur en acteur. Quatrième épisode, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de rupture, de coupure avec la vie mondaine. Est-ce que ça peut entraîner comme changement? Mon invité a fait le GR10. C'est un trek assez exigeant, un des plus exigeants d'Europe. Mais au-delà de cet exploit, c'est le côté métamorphose qui nous intéresse. Et je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais remercier le sponsor de cet épisode, Maître Datier, pour le soutien. Maître Datier, c'est un spécialiste de la date d'exception. Je vous mets tous les liens, le site internet. Et encore une fois, merci Maître Datier. Samir, à nous deux. Comment tu vas, Samir? Très bien, Saïd. Très, très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à toi de l'avoir accepté. Samir, je vais te laisser te présenter brièvement, s'il te plaît. Alors, brièvement, moi, je m'appelle Samir. J'ai 44 ans. Je suis papa, 5 enfants. Machallah. Et comment je peux me définir? Je suis randonneur, fan de rando, mais depuis peu, on en reparlera. Je suis dans l'informatique. Développeur informatique, c'est mon métier de base. Et une autre casquette que j'ai, effectivement, je suis actuellement président d'une ONG humanitaire qui s'appelle Ouma Charity. Bah justement, Samir, Ouma Charity. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu, on s'est rencontrés dans le contexte de Ouma Charity. Exact. Je vais essayer de te rappeler un petit peu, peut-être que je te rappelle ou pas. C'était une initiative que vous aviez qui était de faciliter aux associations de partager une initiative qui consistait à distribuer des kits, en fait, des sacs ou des sacs de couchage ou des sacs à dos, je ne sais plus. Il y avait un peu tout, c'était un Il kit y avait un peu- complet. Et le but, c'était de permettre aux associations de couvrir un maximum de secteurs. C'est ça. Et en fait, tu es une des causes, Samir, pour laquelle aujourd'hui je suis toujours dans l'associatif, parce que vous avez donné une image de l'associatif qui est magnifique, c'était l'interassociatif, mutualiser les forces pour avoir à réaliser un objectif de manière plus impactante. Mhm. Donc merci pour ça, Samir. Plaisir, ça fait Et plaisir. ça d'entendre. remonte à combien d'années, ça? Presque 10 ans, hein, il me semble. Hein. Peut-être 10 ans. Ouais, Et donc, à l'époque, tu étais directeur de Ouma Charity. c'est ça. En fait, Ouma Charity étant dans une période d'organisation, réorganisation, si j'ai bien compris, ils ont fait appel à tes services. Tout à fait. Alors moi, j'étais bénévole hein, dès les D'accord. débuts de l'association. C'était Bilal qui était le président et le fondateur. Effectivement, Bilal est le fondateur et tous les membres de l'époque, 100% bénévoles, et ils ont dit jamais on ne prendra un centime sur l'association. C'est noble, c'est bien, mais quand une assoce, et tu le sais, je pense, grandit, à un moment, on a besoin de ressources, on a besoin de compétences. Bien Donc à sûr. ce moment-là, ils se sont posé la question. Ils disent soit on ferme la structure et on donne les fonds à une autre, sérieuse, ou soit on prend quelqu'un à la direction pour monter une équipe professionnelle. Et c'est là où il fait appel à moi et c'est là où je deviens directeur. D'accord. Et je me rappelle, j'étais venu dans les locaux et ça m'avait impressionné. Les bureaux, chacun à sa place, l'organisation. Nous, on n'avait même pas de local à l'époque, tu vois. Donc, ça m'avait marqué. Et aujourd'hui, Donc aujourd'hui, dans l'association, je suis plus directeur. Et aujourd'hui, il y a une belle équipe qui est là, qui fonctionne, chacun avec des belles compétences. Et moi, aujourd'hui, je suis président de l'association. Donc je suis redevenu bénévole, mais en tant que président de l'association. d'accord. À mon avis, c'est parce que tu voulais garder un peu, changer de mode de vie, garder un peu de temps. Qu'est-ce qui t'a amené à passer de directeur à président? Ah bah ça, on va en parler. On va en parler beaucoup. Directeur, c'est bien. L'humanitaire, c'est bien. Moi, j'ai toujours voulu, toute ma vie, vouloir travailler dans l'humanitaire. Donc c'était vraiment un objectif de vie. Mais l'humanitaire, et tu le sais, beaucoup le savent, ceux qui sont à l'intérieur, c'est très prenant, l'humanitaire. C'est de l'humain qu'on gère derrière. C'est des projets, c'est beaucoup de responsabilités. Et donc, effectivement, à un moment, ouais, ça a commencé à être peut-être lourd pour mes épaules. Surtout la période Covid a été vraiment... alors, on a travaillé, mais vraiment d'arrache-pied. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, peut-être donner la main à d'autres et lâcher un peu. C'est pour ça que ouais, j'ai fait un recul en passant de directeur à président. D'accord. C'est pas une sorte d'épuisement quelque part? Aussi épuisement. Ah oui, oui, clairement, clairement. C'est de l'épuisement, épuisement à tous les niveaux. Et ce qu'on voit pas aussi dans l'humanitaire quand on grandit, c'est vrai, il y a le côté très beau où on court comme ça avec nos sacs de riz à distribuer. On se dit, Ah. wow, c'est magnifique l'humanitaire, c'est beau. Mais derrière, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a beaucoup de choses à gérer. Ça reste une mini-société. Tu as des salariés, tu as des bénévoles à gérer, tu as de l'humain à gérer, tu as de la comptabilité à gérer. Il y a beaucoup de choses en fait derrière. Et c'est vrai qu'à un moment, je m'y retrouvais peut-être plus. L'association a grandi, c'était l'objectif. Moi, j'étais là pour ça, pour faire grandir la structure. Elle a grandi. Mais je m'y retrouvais plus. J'étais quasiment plus sur le terrain. J'étais quasiment que dans les locaux. Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administratifs, de réflexion. Et ça me correspondait plus vraiment. Et voilà, c'est un tout, vraiment. En plus, c'est une ONG qui œuvre à l'international. Ouais. Donc, beaucoup de missions, beaucoup de déplacements. C'est ça. Beaucoup de déplacements, beaucoup de missions à travers le monde. Aussi une belle assise en France, surtout pendant le Covid, où là, on a vraiment travaillé à fond sur le local. Mais effectivement, il y a beaucoup de projets un peu partout. Mais voilà. Mais moi, mon rôle en tant que directeur à l'époque, c'était beaucoup le bureau, en fait. Il fallait gérer, quand les équipes partaient sur le terrain, gérer ces équipes,
gérer les projets, gérer aussi tout l'aspect un petit peu comptabilité, finance, administratif, etc., etc. Donc voilà, c'était beaucoup de gestion très connexe à l'aspect purement terrain. Et ouais, donc tout ça cumulé faisait que je m'y retrouvais plus vraiment. On peut parler de burn-out ou pas? Ah, ouais, ouais, on peut parler de burn-out. Moi, pendant le Covid, j'ai peut-être abusé, je sais pas, mais je dormais au bureau. Ah ouais. Donc je prenais mon sac de couchage et Ah ouais. j'étais. Pour moi, il y avait une mission. Toutes les associations avaient fermé à ce moment-là parce que personne ne savait comment repartir. Nous, à ce moment-là, on a trouvé une petite solution pour permettre de distribuer de la nourriture aux gens en respectant les différentes interactions qu'il fallait pas, etc. Bref, toutes les règles. Ouais. Et moi, j'étais à fond. Je me levais, je me rappelle, à 5 heures du matin. Je charbonnais jusqu'à ce que je me tombe de sommeil. Je dormais dans le bureau et je repartais. Donc, ouais, il y a un moment, il n'y a pas que ça, mais tout ça, effectivement, c'est un burn-out, clairement. Donc ça a engendré une remise en question peut-être. Oui, Remettre en question sa vie finalement. c'est ça. Et ça t'a ramené sur le GR10. Ça Est-ce que m'a- c'est une transition trop rapide ou il y avait d'autres étapes? Il y a eu une autre étape avant. Ok. En fait, ce qu'il y a eu avant, c'est que le GR10, alors pour ceux qui ne savent pas déjà, le GR10, c'est quoi? C'est un sentier. On dit GR10 comme on dirait l'A5 pour l'autoroute ou la N7 pour la nationale. C'est un nom qu'on donne comme ça à des sentiers, et donc le GR10 en l'occurrence. Donc non, c'était avant. Moi, le goût de la rando, je l'ai eu avant Ouma Charity, quelques années avant. D'accord. Et si tu veux, je te raconte comment j'ai Ouais, mis bien un pied sûr. là-dedans. Parce que Bien moi, sûr. pas du tout randonneur. Le mot randonnée, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Tu m'aurais dit Ouais, randonnée, ouais. je ne savais pas. Sportif, j'en parle pas. Courir, mais c'est pas une blague. Hein. Courir 10-15 mètres, c'est fini. J'étais essoufflé par terre, je pouvais plus Ok. marcher. Donc pas du tout dans ce monde-là et dans ce domaine-là. Et c'est parti de mon épouse. Mon épouse, elle, à un moment, elle se dit, tiens, j'aime bien me balader. Donc elle a commencé à se balader en forêt. Bah, du coup, moi, je l'accompagne. Un jour, elle achète une tente, comme ça, elle arrive avec une tente de chez Decat. Elle me dit, ah, si on allait dormir en forêt, je fais, pourquoi pas? Ah Donc je ouais. suis parti dormir avec elle. Et un jour, elle s'est dit, tiens, je veux faire un peu plus. Elle a dit, je vais aller dans les Pyrénées faire un petit parcours qui s'appelle le GR10. C'est là où j'entends la première fois le mot GR10. Mais c'est elle, hein. Et elle me dit, D'accord. on va partir faire une petite portion sur 2-3 jours. Je dis, ok, vas-y, go. Et c'est elle qui fait tout, hein, qui regarde l'itinéraire, qui réserve l'hôtel avant-après, qui fait tout ce qu'il faut. Moi, je me posais la question, mais comment il justifie tout ça avec madame? En fait, c'est madame qui t'a mis dedans, quoi. C'est mon Et c'est épouse. tout l'inverse. Ouais. Machallah. Et il se passe un événement qui, sur le coup, tu dis, oh, un événement dramatique. Mais c'est là, la bascule s'est faite à ce moment-là. D'accord. 3-4 jours avant le départ, mon épouse tombe et se casse le genou. Elle est dans le plâtre. D'accord. Et là, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on doit partir dans 3 jours. Toi, tu peux plus parce que tu es dans le plâtre. Et elle me dit, bah, on a réservé tout. On a tout organisé, tout réservé. Bah, vas-y tout seul. Et moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas aller tout seul. Ça va pas ou quoi? Dormir dehors? Ouais. C'était impensable. Hein. Pour moi, impensable. Comme moi, tout seul, dormir dehors, dans les montagnes où j'ai jamais mis les pieds. Et après, je me dis, bah, allez, pourquoi pas? J'ai pris des congés, etc. Je pars. Et c'est comme ça que je me retrouve à partir tout seul, dans les Pyrénées, en tongs, 25 kilos sur le dos, parce que bah, je connais pas la montagne. Ah ouais, non, mais... J'ai mis des Ouais. livres, des conserves, j'ai tout mis n'importe quoi dans mon sac. Ok. Et je pars comme ça dans les Pyrénées. Je prends la carte, je vois le GR10, je vois la gare, je me dis, bon, bah, pour rejoindre le GR10, je vais couper tout droit. J'ai fait une ligne droite sur la carte, chose qu'il faut jamais faire hein, en montagne. Mm. Et je suis en ligne droite et j'ai failli mourir. En fait, tu es en train de me donner l'image de quelqu'un qui veut jouer au foot, il a jamais joué, se retrouve en Ligue 1, quoi. Voilà. Tu joues avec des pros. C'est ça. En fait, c'est un tout au tout, là. C'est exactement ça. Tu veux jouer en Ligue 1 alors que tu sais pas. Donc je me retrouve à partir. Je me rappelle, il y a une bonne sœur que je croise sur le chemin. Et plusieurs fois, elle me dit, ça va monsieur? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, vous êtes sûr, là, vous allez sur le GR10? Je fais, oui. Elle me croyait pas. Elle me dit, mais vous avez besoin d'aide. Et moi, je ne comprenais pas. Je me fais, pourquoi? Mais elle m'embête, cette dame. En fait, en le voyant en toi que t'étais pas prêt, quoi. Elle voyait clairement que je n'étais pas prêt. J'étais, voilà, il faut dire les mots, hein, en surpoids, pas sportif, pas équipé. Donc, c'est du grand n'importe quoi, hein, clairement. Et moi, je ne savais pas. Pour moi, c'était, bah, je mets un pied devant l'autre. Où est le problème? Je marche, je fais du hors-piste. Premier jour de ma vie hein, que j'arrive dans les montagnes, je suis au bout de ma vie. Je suis perdu. J'ai plus d'eau. Je sais plus où je suis. J'ai plus de réseau. Ouais. Je me retrouve à un moment tellement j'étais assoiffé. J'avais plus de sueur en fait. La sueur c'était des cristaux de sel. D'accord. J'étais complètement déshydraté. Je vois de la boue à un moment. Je prends la boue. Je me mets à manger la boue. Ah ouais, Ah j'étais vraiment, mais vraiment Là, ouais. t'étais en train de... Là, tu te disais, je vais peut-être y rester, là. Et oui, clairement. Ah oui, je me suis dit je vais y rester. Et je dis mais Incroyable. qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi? Et Qu'est-ce qui m'a pris, en fait, ouais. Qu'est-ce qui m'a pris? Et même mon sac, tellement il était lourd, je pouvais pas en fait pour le porter. C'est marrant. Je l'allongeais par terre le sac Ok. et je rentrais les bras comme ça et je faisais tout pour essayer de me relever. Je pouvais pas tellement il était lourd le porter et le mettre sur mon dos en fait le Non. sac. Ok. J'étais pas du tout prêt du tout.
et je me retrouve comme ça. Justement, c'est une question qui m'interpelle ça. Tu sais, quand tu fais une rando comme ça, Ouais. qu'est-ce que tu emmènes avec toi en fait? Il y a des calculs à faire par rapport à ça, non? Parce Il y que a- là, tu me parles d'un sac hyper lourd. Bah, quand on Ça, sait c'est pas- l'erreur du débutant. C'est l'erreur du débutant et c'est un terme qu'on voit en plus dans le film. On en parlera peut-être après en mode Ouais. avion qui retrace un petit passage de mon GR10. À un moment, il y a Didier qui m'accompagne. Il dit une phrase très forte, je trouve. Il dit quand on part avec nos peurs. Et il faut savoir filtrer nos peurs. Quand tu pars, tu te dis ah, je vais avoir froid. Je prends un manteau et des gants. Ah, je vais avoir mal au dos. Il me faut un super matelas. Ah, je vais avoir faim, donc je prends beaucoup à manger. Et en fait, t'as que des peurs que tu prends avec toi. Mais il faut apprendre, et c'est là où on rentre dans le minimalisme, on rentre dans plein de choses, à se dire non, ça, j'ai pas besoin. Ça, pas autant. Et t'apprends comme ça à minimiser. Et effectivement, au fil du temps, t'apprends à alléger ton sac. Mais moi, à ce moment-là, j'avais que des peurs, donc j'ai tout pris. Et tu as fait combien de tentatives? Tu en as fait plusieurs? Après, j'en ai fait plusieurs. Donc après, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai failli mourir. Bon, après, je redescends. Bon, je t'ai parlé des détails, mais j'arrive à redescendre comme ça, en passant par des terrains privés, avec les chiens et tout. Bref, j'ai flippé. Incroyable. J'arrive dans la nuit, dans un petit village. Et là, je me rappelle, je vois une fontaine. Je plonge dedans. J'étais dans un état second. Et bon, je t'ai pas en détail. La première nuit, j'ai pas dormi tellement j'avais peur. Bien Première fois de ma nuit que... Et c'est là, naît l'idée. Je me dis, mais... Le moment précis, c'était le lendemain. Je retente le lendemain. Je me dis, allez, ça a été un échec cette journée-là. J'ai failli mourir, mais c'est pas grave. Go. Je retente le lendemain. Première montée, je suis au bout de ma vie. Je m'allonge par terre, je bouge plus. Je suis en sueur et je suis allongé comme ça. Impossible d'aller plus loin. Ouais. Et là, le déclic, il a commencé pile à ce moment-là. Tu as une dame d'un certain âge, une dame âgée, qui monte, elle, en trail, donc en train de courir, Incroyable. et qui s'arrête, elle me regarde, elle me dit « Ça va, monsieur? Vous voulez que j'appelle du secours? Vous avez besoin d'aide ?» Et j'ai eu la honte de ma vie. Je dis « Moi, soi-disant, je suis jeune. Je me voyais, bon, certes, pas sportif, mais quand même, je me disais « Ça va ?» Je suis aussi de confession musulmane et j'imaginais avoir des valeurs qui me rapprochaient à la nature. Et là, tu te vois dans le miroir. Tu te dis « En fait, je suis nul. » La tarte que ça doit mettre ça à l'ego aussi. Ah, l'ego, il a pris un coup. Et je me suis dit, mais t'es nul en fait. T'es là, t'es affalé par terre, incapable de te relever. Tout ça parce que t'as marché quelques mètres. Et c'est là où l'idée naît. Tu te dis, allez, il faut que je change. Et c'est là où je rentre. Après, j'abandonne. Là, je descends, je reprends le train et tant pis. C'est là que la prise de conscience. La prise de conscience commence à ce moment-là. Que mon mode de vie, en fait, que je pensais plutôt bien, était, je veux dire le terme, pourri. Voilà. Du coup, tu as documenté le moment où tu l'as réussi, c'est ça? Alors, Ou avant? Alors, le GR10, celui-là qu'on voit dans le film, Ouais. et où j'ai pu le faire d'une seule traite, ça, c'était au bout de presque 5 ans plus tard. Donc, pendant 5 ans, en fait, je me suis entraîné. Ok. J'ai appris à... Donc, j'ai fait des tests. Je partais pour 1 jour, 2 jours. J'ai appris à m'équiper. J'ai maigri. J'ai appris à mieux m'alimenter. J'ai fait du sport. J'ai fait des randos. Et c'est de là naît l'initiative, notamment, qui s'appelle Muslim Rando. Donc, oui, je fais plein de choses qui se mettent en place dans l'optique, pas de faire le GR10, attention. À ce moment-là, dans mon cerveau, le GR10, c'est inatteignable. D'accord. C'est combien de kilomètres? C'est 920 km. Ah ouais. Avec 10 000 de dénivelé, donc c'est quelque chose. Ça représente combien de temps de... Moi, je l'ai fait en 40 jours. Donc, il y en a, ils font un peu plus, un peu moins. Mais en général, c'est entre 40 et 60 jours pour le faire. Ce que je te propose, Samir, c'est qu'on visualise un extrait du Mode avion, ça s'appelle le documentaire. En mode avion. Mode avion. Et c'est pour ça aussi, des fois, on se plaint, on est dépressif, on n'est pas content, on n'est pas reconnaissant. Mais quand il te reste ça d'eau pour la journée, et là, chaque goutte, tu prends la gorgée, tu regardes, tu checkes. Et là aussi, ça t'apprend le gaspillage. On est dans un luxe par rapport à la majorité de la planète. Le but, c'est pas de vivre une vie monacale. L'objectif, c'est de revenir vivre dans sa vie de tous les jours, mais en comprenant la valeur de chaque chose. Pour ça, il faut vivre ça. Pour après, quand tu arrives chez toi, tu te dis, mais en fait, je suis vraiment dans un palace et j'ai pas à me plaindre en fait. Plonger dans la nature, c'est une excellente coupure. Beaucoup de personnes arrêtent le GR10 par rapport au mental, beaucoup. La solitude, les conditions météorologiques. Et l'orage.
on se met bizarrement à parler tout seul. Hey, allez! Bien sûr que c'est dur. C'est dur. Il y a une semaine à peu près, j'étais là-bas, dans cette montagne enneigée. J'ai dû descendre, remonter. Donc hier, j'ai dormi avant-hier derrière cette montagne. Les images donnent vraiment envie. Et durant ce périple, on va appeler ça comme ça, Ouais, cet exploit, ouais. est-ce qu'il y a des moments où... Qu'est-ce que tu as appris dans tout ça? Je pense beaucoup de choses. Mais déjà, on va parler d'un événement, c'est que tu as fait une rencontre, un compagnon de route, Ouais. qui est un peu complètement différent de toi sur le papier. Et tu as suivi pendant... Vous avez fait le chemin... Enfin, vous avez fait le GR10 ensemble, en fait, finalement. Non, on l'a pas fait ensemble. C'est ça qui est fou. C'est que on s'est parlé sur Internet, on se posait des questions, et on part, mais on le savait pas, nous, à ce moment-là. On part le même jour, mais une demi-journée de décalage, mais on le savait pas. Et donc, on se rencontre que les 10 derniers jours. Mais tous les autres jours, en fait, on a marché en parallèle, avec une demi-journée de décalage. Donc, on a marché ensemble sans se voir, sans savoir même qu'on était ensemble dans les montagnes. Et 10 jours avant, on se croise réellement dans une cabane, je me rappelle, il me dit « T'es pas Samir? Toi, t'es pas Didier ?» Je dis « Bah oui !» Et là, on découvre qu'on est partis ensemble sans le savoir, et on a fini effectivement ensemble ce périple. Ouais. Et je sais pas si je fais la transition sur Moussi Morando ou pas. Ou bien on reparle un petit peu... parce que moi, il manque quelque chose là, dans le GR10. Parce que quand je vois le documentaire, Ouais. ça me fait kiffer, ça me donne envie d'aller en rando tout de suite, tu Ouais. vois. Et du coup, il n'y a pas de kebab en montagne. Non, mais tout, en fait, c'est rudimentaire. Ouais. Donc, tu as dû faire un effort sur ta vision de l'alimentation, tout un changement total, quoi. C'est un changement total. Et chaque jour, c'était une remise en question sur la manière de manger, sur ce qu'on mange, comment on mange, mais pas que. Sur les déchets, c'est un truc pour moi avant. Bah là, tu apprends la gestion des déchets parce que tu dis attends, je dois me trimballer mes saletés pendant 3-4 jours jusqu'à ce que je trouve un village pour pouvoir jeter. Et quand tu te trimbales ton sac poubelle pendant plusieurs jours, crois-moi que tu es content de trouver une poubelle. Donc tu vois, c'est plein de remises en question et pas que ça. Donc oui, tous les jours, c'est des remises en question et notamment la nourriture, effectivement. Quand tu n'as pas grand-chose ou voire rien, Le froid, la pluie. la gestion de tout ça, ouais, c'est très complexe. Très, très complexe. Et en fait, tu es à l'affût de tout. Ok. Quand on est à la maison, on est à l'affût de presque rien parce qu'on sait Mhm. qu'on va rentrer chez soi, on va avoir 4 murs et un toit. Là, à l'affût de tout. Le moindre petit bruit, le moindre petit vent. Et tu apprends même à lire. Et ce qui est fou aujourd'hui, Ouais. et souvent, avec mon épouse, j'en joue un peu parce que j'apprends sans savoir comment, je te mens pas, s'il va pleuvoir ou pas. Et j'ai mon épouse, cet après-midi, il va pleuvoir. Elle me dit, mais non, si, il va pleuvoir. Et il pleut. Mais je n'explique pas, j'ai pas d'explication. Mais tu vois, à force de toujours être à Ouais. l'affût des bruits, des oiseaux, du vent, du sens du vent, de l'humidité, etc., bah, tu apprends à mieux gérer la Ouais, météo. c'est clair, parce que nous, de région parisienne, on est parasité déjà juste visuellement avec toutes les tours. On n'a plus la connexion à la nature. Et du Ouais. coup, je pense que ça a dû te redonner vraiment un goût à se reconnecter à la nature. C'est un goût et un moment, quand tu plonges dedans, et que tu plonges vraiment longtemps, hein,
c'est le mot connexion. Tu fais partie, en fait, tu comprends que tu fais partie de cette nature, en fait. Et là, effectivement, ça beaucoup de remise en question. Et dans ce genre de périple, c'est quoi le plus qui est censé être le plus dur? Enfin, dans ton expérience à toi, est-ce que c'est l'aspect psychologique ou physique, finalement? Dans mes débuts, c'était physique. Ok. Je vais pas mentir. C'était physique, c'était après mental, mais ça joue, c'est lié. Mais c'était physique. Au début, j'y arrivais pas. Et je pensais que jamais de ma vie, j'allais y arriver. J'étais persuadé parce que le physique n'allait pas suivre. Et après, effectivement, quand le physique commence à suivre, très vite, c'est le mental. Parce que tu es seul, parce que quand tu passes une journée entière sous la pluie, que tu rentres dans ta tente mouillée, avec tes Ouais. habits mouillés, que tu remets mouillé le lendemain et que tu repars le ventre vide, c'est pas toujours évident. Mais encore une fois, pour dire la vérité, c'est que les débuts. Et quand tu rentres, comme je dis, à un moment, mais il faut un certain nombre de jours, très vite, à un moment, tu prends goût, ça devient ton quotidien et ça pose plus de problème, en fait. Ça devient naturel. Mais effectivement, au départ, c'est très dur. Et moi, il y a un truc qui m'avait choqué quand j'ai fait mes tentatives. Et c'est là où je disais, c'est impossible, j'y arriverai pas. Je tombe sur des gendarmes. Des gendarmes qui étaient là, mais en mode privé, qui partaient faire le GR10. Et il y avait clairement le chef. Et à un moment, le chef, je parle avec lui, et il me dit, moi, j'abandonne le GR10. Je dis, pourquoi? Je vois les mecs, ils sont quand même musclés, ils ont le mental et tout. Il dit, parce qu'il y avait mes collègues, ils ont tous lâché à cause de la pluie, tout ça, et moi, tout seul, j'y arrive plus, donc j'abandonne. Moi, dans mon cerveau, je dis, mais si lui, il est gendarme, responsable d'une équipe de gendarmes, il abandonne, moi, j'y arriverai jamais. Ouais. Et effectivement, tu vois, c'est là où tu te dis, il y a le mental aussi qui joue. Tu as le physique et le mental, et il faut que les deux arrivent à les allier. Ouais, c'est une belle leçon, ça, parce que le mental, c'est vraiment l'aspect qui fait la différence. C'est ça. Et du coup, sur le documentaire, il est super bien fait. Est-ce que tu as eu des retours que te disent les gens à la sortie de ce documentaire, ce film documentaire? Il y a eu beaucoup de bons retours, hein. J'étais étonné. Hein. Beaucoup de bons retours, des personnes qui disent, je veux me mettre à la rando, et c'est l'objectif. Hein. Moi, le but de ce documentaire, c'était ça. Hein. Donc moi, le documentaire, je partais pas faire un documentaire, je partais à titre solo. Je savais même pas si j'allais le faire, le GR10. Et quand je voyais que ça marchait, c'est là où une boîte de prod m'a contacté, ils sont vite venus pour filmer tout ça. Et moi, je leur ai dit, le but, c'est que je veux simplement que ça pousse les gens à faire de la rando. Et effectivement, ça a marché. Les gens se sont mis à faire de la rando. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et au-delà des sphères auxquelles je pouvais... au-delà de la cible que j'imaginais, j'ai vu des gens dans la rue s'arrêter, me prendre en photo pour dire « Ah, je vous ai vu, etc. » Incroyable. Un truc étonnant, je me rappelle, il y a une mère, LR, hein, donc pas nécessairement de droite, qui nous a invités, qui a diffusé au nom de la mairie le documentaire. Et on a passé la soirée à en parler. Et en fait, elle a dit, moi, dans ma jeunesse, je l'ai fait le GR10. Et tout ça m'a rappelé que des souvenirs. Et elle a kiffé, au point tellement kiffé qu'elle a diffusé ça au sein de sa mairie. Toi, ton intention, c'était de partager cet aspect-là, connexion nature, reconnecter à la nature. Et en fait, ça prend des proportions que tu n'avais pas imaginées. Ah, clairement, Surtout, clairement. diffusé dans une mairie. Ça va bien au-delà. Et c'est ça, c'est connexion à la nature et dépassement de soi aussi. Dire on est capable. Moi, c'était pas possible. Sur le papier, c'est pas possible. C'est pour ça que je t'ai invité, Samir. Parce que, moi, à mes yeux, tu incarnes le dépassement de soi. Et les conséquences justement du GR10, donc il y a Muslim Rando. Ça, c'est une association, c'est quoi? C'est une structure? Alors, à la base, c'était pas une structure. Là, maintenant, c'en est devenu une. Mais c'était... Voilà. Moi, en fait, quand je suis arrivé là-bas, quand il y a eu cette fameuse dame-là, âgée, qui m'a dit besoin d'aide, j'ai eu ce choc. Donc, dès que je suis rentré sur Paris, j'ai cherché. J'ai tapé Muslim Rando et j'ai trouvé c'était un groupe Facebook, hein, c'était pas une association qui existait déjà sur Lyon. Je suis parti randonner avec eux pour m'entraîner à randonner. Et j'ai tellement aimé, j'ai dit, est-ce que je peux faire la même chose sur Paris? Donc je suis rentré, je l'ai fait sur Paris. Et le but, c'était moi, ça me permettait de sortir tous les mois faire une rando. Et ça permettait aussi de motiver d'autres personnes à faire de la rando. Donc j'ai fait ça et ça a cartonné. Mais quand j'ai cartonné, on a eu la télé qui est venue, Al Jazeera qui a fait un reportage sur nous. On avait des 200 inscrits. Et encore aujourd'hui, hein, là, on a deux randos ce week-end. C'est full. Mais j'ai participé, moi j'avais bien kiffé. Et le terme Muslim Rando, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Il y a une connotation aussi spirituelle dans sa randonnée. Ouais. Il y avait bien sûr, il y a le côté spirituel. Après, je te mens pas. Pourquoi Muslim Rando? Pourquoi ces mots-là? C'est qu'à un moment, oui, j'avais une frustration. C'est que quand on allait à la randonnée, que moi j'allais en randonnée, j'allais dans les Pyrénées, je voyais des gens de toute communauté, de tous bords, de toute confession. Mais les musulmans, ils sont abonnés absents. Ouais, totalement absent. Mais totalement absents. À ce moment-là, en tout cas. Ouais. Hein, pour dire que ça a changé, parce qu'aujourd'hui, ça a changé. Ouais. À l'époque, abonnés absents, il n'y en avait pas, il n'y en avait aucun. Et je me disais, mais pourquoi? Alors que normalement, le musulman, c'est censé quelqu'un qui est rattaché à la nature, qui aime être dans cet environnement-là, normalement. Et c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'effectivement, Muslim Rando, c'était le but, c'était vraiment toucher la communauté musulmane pour aller sortir un petit peu et aller en forêt, en montagne. C'était un peu l'objectif, c'est ça. Et du coup, Samir, t'as fait plus que sortir un petit peu. Là, t'en as fait un mode de vie.
digital nomade. Ouais. C'est le terme pour qualifier ton mode de vie un peu. C'est ça. En Parce plus, que. Samir, excuse-moi, j'ai juste une petite idée qui me traverse l'esprit. Oui, En plus, ça te parle. Tu sais que je me suis arrêté sur ces deux mots, digital, nomade. Digital, ça fait allusion un peu au développement, à la technologie. tout à fait. Et nomade, c'est tout le contraire, le naturel, retour aux sources. Ouais. Et donc, c'est un contraste des deux finalement. C'est ça, c'est le contraste des deux. Et comment c'est né aujourd'hui, c'est ce que je suis, un digital nomade. Donc, digital nomade, c'est quoi? C'est que j'ai pas de bureau. Moi, je me qualifie comme ça, sans bureau fixe. J'ai pas de bureau. Je travaille de n'importe où. Une Vraiment connexion n'importe où. Internet et un ordinateur. Voilà, et un panneau solaire aussi pour les batteries, c'est tout. Et je peux aller n'importe où. Et pourquoi digital nomade? Comment je suis arrivé là? Parce que quand j'ai fini le GR10, c'était pire. Parce que quand je suis rentré, le but qui était inatteignable, c'est-à-dire tous les ans, moi, j'y allais pour m'entraîner à faire des bouts de GR10. Mais là, je l'ai fait en entier d'une traite. Machallah. Eh ben, c'est pire. Il y a eu ce qu'on appelle, et c'est un terme qui existe, hein, le GR blues. On rentre et c'est pire encore. Parce qu'on se dit, ouais, super, il y a 4 murs, on retourne à la maison, mais et maintenant, qu'est-ce que je fais? Les tours, le quotidien, le speed, etc. Tout revient. Donc, ce que je fais à ce moment-là, bah, c'est là où je démissionne d'Ouma Charity. Hein, c'est à ce moment-là. C'est après le GR10, hein, la démission. D'accord, ok. C'était pas, le GR10 n'a pas été ça a été le retour du GR10. Je rentre et quelques mois après, ça, je dis, je démissionne, je peux plus. Et je pars repartir en randonnée, mais plus longue cette fois-ci. Je suis parti pour 4 mois de rando. Donc là, j'ai fait Vosges, Jura, Alpes d'une traite. Donc parti sur à peu près 4 mois. Ah ouais. Et cette fois-ci, j'ai pris le temps de marcher. Et j'étais pas en mode speed. J'étais vraiment, je prenais mon temps. Et là, j'ai fait des rencontres incroyables. Bon, je t'épargne les détails, mais c'était fou, plus fou pour moi que le GR10 encore. Et là, je me suis dit, bon, j'ai une famille. J'ai des responsabilités. Justement, Samir, Ah ouais. comment les gens Est-ce que tu comprenais les gens à ce moment-là? Tu sais, besoin de changement, je vais faire le GR10, je vais faire de la rando. Comment c'est perçu autour de toi, de ta famille? Alors, ma femme, elle comprenait parce qu'elle a vu le cheminement. Les gens ne disaient pas ce qui lui arrive, Samir, hein, tout d'un coup. Là, Non. Bah, ma femme l'a compris. Au boulot aussi, ils l'ont compris. Parce qu'ils voyaient que voilà, je commençais de plus en plus absent, un peu ailleurs, etc., un peu déconnecté. Au boulot, ça va. C'est les parents qui n'ont pas compris au départ. Les parents, ils ont du mal à comprendre. Alors déjà, ils ont peur. Ah oui. Et partir pour marcher, pour aller nulle part, pour eux, c'est pas marcher sans but, en fait. sans but. Ils comprennent pas trop. Ouais, Mais maintenant, ils comprennent. Ok. Donc oui, effectivement, l'entourage voit ça bizarrement. Mais globalement, non, parce que c'est un cheminement. En fait, ça, c'est pas fait en un jour. C'est un cheminement. Et donc, tout le monde a vu ce cheminement. Donc, ça va. Il n'y a pas eu de gens qui m'ont regardé bizarrement. Et donc, Digital Nomade, pour y revenir, c'est durant ce GR5 que je me dis, mais j'ai une famille. Il faut quand même que je rentre. Il faut que je travaille quand même. Il me faut un travail. Et rentrer, travailler entre 4 murs, je dis, mais c'est pas possible. Je vais craquer. Je vais mourir. Je peux plus. Et c'est de là est née l'idée durant ce GR. Pendant que je marchais, hein, je regardais les formations pour être berger, pour être garde forestier, Ah pour ouais, être guide en montagne. Je carrément. cherchais toutes les options possibles. Mais comment tu aurais fait avec des enfants Justement, aucune solution ne passait. Et c'est là où l'idée de Digital Nomade arrive. Donc, j'ai un ami qui est fondateur d'une société qui s'appelle CotisUp. Je le contacte. Je dis, moi, je suis de formation de développeur informatique. Il me connaissait hein, très bien. Mhm. Et je dis, est-ce que je peux te rejoindre? Mais il faut que je sois libre? Et il m'a dit, ça tombe bien. Tous ceux qui sont chez moi, c'est des full remote. Je dis, bah, ça me va très bien. Et donc, voilà comment j'arrive digital nomade. C'est-à-dire, j'ai allié ce côté, mes responsabilités, l'informatique, et le côté libre, et je travaille de n'importe où. Mais en termes d'organisation à la maison, comment ça se passe? C'est spécial. C'est Je ne dis spécial. pas que c'est pour tout le monde, c'est spécial. C'est pour ça que tu me dis, je veux pas faire l'apologie du digital nomadisme, Non. parce qu'il faut pas vendre du rêve aux gens, que c'est facile Tout à à fait. vivre, etc. Tout à fait. Et une organisation de rêve, surtout quand tu as des enfants et des responsabilités, une famille. Bien sûr. Moi, quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais dans l'humanitaire à ce moment-là. Donc déjà, dans le deal, entre guillemets, c'était ça. C'est-à-dire que si on vit ensemble, sache que moi, je vais bouger. Et je vais devoir bouger très souvent. Et il se peut que je parte comme ça à l'improviste et que je pars 2 semaines, 3 semaines, voire plus, et que je revienne. Donc, c'était quelque chose de connu. J'ai juste changé en disant, bon, c'est plus de l'humanitaire, mais le deal est toujours là. C'est autre chose. Bon, mon épouse a suivi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ce côté-là. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça, c'est je pars. Là, je viens d'arriver, je suis rentré hier, par exemple. Je pars pour 1 semaine, 10 jours, 5 jours. Je télétravaille, c'est mon bureau. Et comment je me définis un peu, tu sais, quand tu es routier, par exemple, ou steward, bah, tu pars. Ouais. Tu laisses ta femme et tes enfants pendant un temps, et tout le monde l'accepte. Et tu reviens, et tu passes 3-4 jours à fond, et tu repars. Je me vois comme ça aujourd'hui. Sauf que toi, tu laisses un peu le confort de côté. Il n'y a pas le confort, c'est vrai. Et en plus, C'est relatif, le confort. Ouais, le digital nomadisme que tu vis, c'est pas pour aller dans des hôtels 4 étoiles. Non, C'est la nature, quoi. c'est la nature. L'été, c'est en cabane beaucoup. C'est avec ma tante. Ouais, c'est beaucoup de ça. Ouais. J'ai vu une fois une story, tu étais dans le désert, je sais pas quel désert, je voyais des dromadaires passer.
Ça, il y Et a un toi, mois. avec un écran, j'ai dit, mais comment c'est possible? Ouais. Il y a un mois, j'ai fait trek dans le désert en télétravaillant. C'est-à-dire, je prends pas de congé, hein, je travaille vraiment, je fais mes horaires. Ça, j'ai pas communiqué, mais j'ai fait télétravail à vélo. J'ai traversé la France de haut en bas. Ensuite, j'ai refait le long des Pyrénées, pareil d'une traite en vélo, mais en télétravaillant. C'est-à-dire que je me lève le matin, je roule. Vers 9h, je m'arrête, je travaille. Vers 17h, je ferme le Mac et je repars rouler jusqu'au soir. Et j'ai traversé comme ça tout le. J'ai fait kayak aussi, 10 jours de kayak en télétravaillant En avec le même télétravail. schéma. Et on arrive à se concentrer, enfin, je sais pas, t'es dans un élément, t'es dans ton élément, t'es dans la nature, t'es dans ton kiff, t'es dans ton. T'arrives à trouver la force d'ouvrir l'écran d'achever les choses que t'as à faire, tu vois. Oui, parce que c'est ma responsabilité. Ok. C'est la responsabilité qui fait ça. Alors, oui, dans un monde idéal, mais on n'y est pas. Je travaille plus et je Ouais. profite de la nature. Mais je pense pas que l'humain est fait pour ne pas travailler, sincèrement. Je pense qu'il y a quand même ce besoin-là. Et non, pour moi, tant que je suis dans mon élément, je suis bien. Et justement, moi, je suis reconnaissant. Si je suis capable, là, je suis sur mon Mac, à faire une réunion, à travailler, à bosser, Ouais. au milieu d'arbres et de forêts, je vais pas m'en plaindre. Donc, au contraire, je suis très, très content. Non. Il n'y a pas Je trouve meilleur cette force. cadre de travail que ça. Ah ouais. D'ailleurs, ça te rend créatif, Samir, parce que je crois que tu as développé une application. Ouais, et après, entre autres, c'est à côté, j'ai développé une application parce que Muslim Rando, c'était très communautaire. Et dans la communauté musulmane, aujourd'hui, ce que je disais il y a 10 ans, c'est plus vrai. Aujourd'hui, partout, on voit des randonnées qui se créent. Donc, je voulais pousser un peu plus loin et aller au-delà. Donc, j'ai fait une application qui permet d'organiser des randos. Donc, une application qui s'appelle Batuta, B-A-T-U-T-A, qui permet à tout à chacun, alors là, c'est plus du tout communautaire, hein, tout à chacun d'organiser des randos, de faire des randos. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir trouver des randos autour de chez soi, dire, tiens, il y a telle association, tel groupe qui part en rando, j'y vais aussi. Et vraiment, moi, c'est ça, c'est motiver les gens à sortir. Sortir du béton, sortir de tout ça, aller dans la nature. Ouais. Tu as envie de partager en fait une sorte de renaissance que tu as eue, tu veux la transmettre à tout le monde en fait. Ouais, clairement. Clairement, parce que je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour rester uniquement en ville. Je pense que c'est une obligation. Alors, au-delà du religieux, pas religieux, hein, on va aller au-delà. Moi, j'ai vu des gens, et j'ai croisé sur les randonnées des gens qui ne sont pas religieux, en fait, ils se définissent comme athées, mais que tu dises quand même, depuis que je randonne, je crois que je deviens croyant. Ou qui te disent, moi, ça me fait du bien. Et donc, tu dis, non, c'est au-delà. On a ce besoin-là. Tu prends conscience de la grandeur de Dieu. Hein, d'Allah. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça. Et pour parler de spiritualité, mes plus grands rappels en termes de religion et en termes de création et par rapport à Dieu et par rapport à tout ça, c'est pas un musulman qui me l'a fait. C'était un rasta qui s'appelle Sylvain, que j'ai croisé en randonnée avec son épouse. Et on se croise, alors on est deux mondes différents. Moi, musulman, barbu, lui, rasta, dreadlocks, bref, tu vois, c'est deux mondes différents. On s'est pas lâché pendant 10 jours. On est reparti en Mauritanie ensemble après, on s'est plus lâché. Hein. Là, je vais le revoir là, le mois prochain, on s'est plus lâché depuis. Et quand on marche, il a pas arrêté les rappels. Il a pas arrêté. Et il m'a choqué au niveau des rappels. Il marchait, il s'arrête, il me dit, Samir, regarde, t'as vu la fourmi là? C'est pas incroyable? Regarde comment ils sont organisés. Et il s'arrêtait pas. Et je dis, le plus gros rappel, je l'ai eu de Rasta. Je crois que c'est à travers la nature qu'on prend vraiment connaissance qu'on prend conscience du fait qu'on s'éloigne. Ouais. Et je pense que ce qu'ils appellent, ce qu'on entend souvent le terme le vivre ensemble, je pense que là, vraiment, dans ces périples-là, dans ces aventures-là, les gens, il n'y a pas de différence, en fait, finalement. Une différence. Pourquoi? Parce qu'on est. Un terme très fort que moi j'ai entendu, c'est on est dans le dur. Et quand tu es dans le dur, tu n'as pas le temps de regarder les différences. Ouais. Et une autre phrase aussi que j'ai entendue d'un berger, je me suis assis avec lui, je dis vraiment, on est bien là, etc. Il m'a dit, il n'y a pas de fous ici. Les fous, ils restent en bas, dans les villes. Il dit, il n'y a que des gens bien ici. Et c'est vrai que oui, c'est à ce côté. Alors et si je te mens pas, pour être maintenant aussi sincère, c'est qu'à un moment, oui, dans l'associatif et surtout à une certaine époque, c'était très dur ce côté, tu vois, tension entre les communautés, que ça vient pas de nous, hein, on sait très bien, c'est ce côté, ce climat un peu bizarre. Climat, là, anxiogène. Anxiogène, voilà, c'est le terme. Anxiogène, c'est le terme. Et là, il disparaissait totalement. Et ça fait partie aussi, hein, une des grandes raisons pourquoi j'ai lâché l'humanitaire, parce que ce climat anxiogène était extrêmement renforcé. Là, waouh, c'était calme, c'était limpide. Des personnes athées, pas athées, musulmans, chrétiens, peu importe. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils marchent ensemble, ils vivent des choses ensemble. Et ça, tu dis, c'est magnifique. C'est un bien-être incroyable. Incroyable. Samir, tu as dépassé beaucoup de choses. Physiquement. Qu'est-ce que tu aimerais dépasser d'autre aujourd'hui? Est-ce que tu as des projets, tu as des ambitions?
C'est le problème que j'ai. Ça s'arrête jamais. Non, mais, non, c'est un problème, pas un problème. J'arrive plus à retrouver un truc à Bon, dépasser. ok. Mais c'est pas plus mal en réalité. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que là, j'ai réussi à trouver à peu près un équilibre. Mais j'ai plus, par exemple, on me dit pourquoi tu fais pas l'Everest? Pourquoi tu fais pas. Regarde, Inoxtag, il a fait l'Everest, vas-y, va le faire. Ça me plaît plus. Maintenant, ce qui me plaît, c'est être en nature. Si je suis en nature, je me sens bien. j'ai mon bien-être. Donc, j'ai plus ce mode défi. Il a un petit peu disparu. Peut-être qu'il reviendra avec d'autres projets, je sais pas. Et c'est tant mieux parce qu'à un moment, après le djihadisme, comme je dis, j'ai eu le Gir Blues et j'avais peur de ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire là? J'ai envie de faire encore autre chose. Là, ça va. Tout ce que je veux maintenant, c'est être. En fait, tu as trouvé ton équilibre, Samir. Voilà, c'est ça. Et quel conseil donnerais-tu à une personne justement qui est en quête d'équilibre et qui n'est pas alignée avec son quotidien, son mode de vie, sa vie tout court? Quel est le conseil que tu donnerais, Samir? Conseil que je donne déjà, pas se mettre de limites. Alors oui, il y a des limites qui sont réelles, mais il faut pas dans la tête là tout de suite se limiter. C'était mon cas. Pour moi, c'est impossible. Je suis pas sportif, problème de cœur, je pourrais rien faire. Enlever les limites. Deuxième chose, après avoir enlevé ces limites, en étant bien sûr réaliste, quand j'ai enlevé les limites, c'est pas se dire je vais aller sur la lune, en mettant des. Deuxième chose, trouver ce qui nous plaît et enlever les peurs après. Si par exemple le boulot que tu as, je dis pas il faut démissionner, attention, on s'entend bien, je sais pas, tu vois, il y en a plein déjà, on entend Tu fais pas un appel, lâche tout ouais. et pars. Non, on parle pas de ça. Trouver un objectif et tenter et y aller, pas à pas, mais sans se poser de limites. Mais il faut, et c'est là où le terme est important, franchir le pas. Moi, j'ai franchi le pas de manière, certes, pas volontaire. Comme je dis, l'histoire où mon épouse se casse, etc. Et je me retrouve dans la montagne. C'est à ce moment-là où je franchis le pas. Et après, j'ai pas cessé de franchir le pas. Il faut franchir le pas. Quand j'y suis retourné la deuxième fois, j'ai dit, mais t'es fou, Samir, t'y retournes, t'as failli mourir, tu vas y retourner encore là. L'année d'après, j'ai franchi le pas. Il faut juste franchir ce pas, mais y aller étape par étape. C'est tout ce qu'il faut faire. Et à moi, quand j'ai su que mon objectif, c'est ça, c'est d'être en forêt, être en montagne, etc., j'ai continué pas à pas. J'ai dit, bon, 1 fois, 2 fois, 3 jours, 10 jours, mais il faut y aller, quoi. En gros, quand on veut du changement, il faut faire les causes. Il faut faire les causes, bien sûr, c'est exactement ça. En tout cas, Samir, je te remercie énormément. Pour moi, c'est un vrai rappel, ta présence aujourd'hui. Tu m'as fait un beau rappel, tu nous fais un beau rappel. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Mais avant ça, j'aimerais encore remercier Maître Dattier pour avoir sponsorisé cet épisode. Samir, tu connais Maître Dattier? Je connais Maître Dattier, oui, parce que j'ai connu là, pendant le mois de Ramadan, Cotiseur pour qui je travaille. À la fin du Ramadan, nous fait un cadeau. Et je reçois quoi? Maître Dattier. Et j'ai kiffé. En une soirée, il était fini. Donc, je connais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très bientôt pour le prochain épisode.